En 1978, après le bac, avec un copain de collège, Pierre-Marie Jamet, et un ami qui était en fac d'art plastique avec ma sœur, Bruno Rabourdin, on a créé donc PLG PPUR, plein la gueule pour pas un rond, un fanzine de bande dessinée. Il faut imaginer qu'en 1978, Internet n'existe pas, à la télévision, il y a très peu de programmes intéressants, il y a très peu de chaînes de télé, donc les gens de notre génération lisent énormément de bandes dessinées. Dans les kiosques, vous avez un nombre de revues incroyable, dans les librairies, il y a beaucoup de livres de BD qui arrivent, qui commencent, ce qui fait qu'on est tous à peu près, on est tous grands lecteurs de BD, et nous on était des fans incroyables, on allait voir des éditeurs, on allait dans les librairies, on rencontrait des auteurs de BD, donc le fait de faire un fanzine était un peu la possibilité de montrer notre passion pour la bande dessinée en éditant ce fanzine. Mais comme on avait très peu d'argent, on l'a édité avec les moyens du bord, avec d'une stencil électronique au départ, ensuite avec de l'offset, avec un petit imprimeur qui était le moins cher de Paris, etc. Et on va interviewer des auteurs. Et j'avais la chance qu'habitant à Montrouge, Bilal était mon voisin. Et Bilal, on l'avait vu une fois et on l'avait repéré et on lui avait demandé si on pouvait faire une interview de lui. Il était tout jeune, il avait, je crois, près de 25 ans à l'époque. Il était ravi que des gens viennent l'interviewer. Et le fanzine a démarré dans ce contexte-là. Ce que je peux dire, c'est pour vous donner une idée aussi, c'est qu'à Montrouge, il y avait une bibliothèque avec un rayon jeunesse qui était ridiculement petit. Il n'y avait rien, donc il y avait une attente, il y avait un besoin de lire des choses sur la bande dessinée. Il n'y avait pas de revues qui en parlaient, très peu, à part Phoenix ou les Cahiers de la BD, qui étaient des revues assez bien faites et établies sur la BD, et beaucoup de petits fanzines. Les fanzines faisaient soit de la création, soit des interviews et des articles sur la bande dessinée. Et nous, on a eu l'idée, qui existait déjà un peu, mais on l'a vraiment développée, de faire à la fois des dossiers sur des auteurs de BD, avec des interviews bien écrites, avec une préparation à l'avance, on allait voir les gens, et puis une bibliographie, on faisait une bibliographie du travail des auteurs, et les auteurs étaient toujours impressionnés de voir qu'on recensait la totalité de leur travail, qu'on avait retrouvé des vieux travaux qu'ils avaient eux-mêmes oubliés. Donc ça, c'était intéressant d'avoir ce contact avec les auteurs. Et puis après, on faisait la maquette nous-mêmes, on a appris à faire la maquette. Et à l'époque, les maquettes ne se faisaient pas avec un ordinateur, se faisaient avec du papier, avec de la colle et des ciseaux, un cutter, on coupait tout, on faisait les photocopies. Les photocopies fonctionnaient très mal. Il faut imaginer qu'une photocopie avec des aplats noirs n'existait pas en 1978, donc on photocopiait une mauvaise reproduction et puis on reprenait tout à l'encre nous-mêmes et au feutre pour faire les aplats noirs. Ce qui fait que quand on mettait un dessin de Bilal, en fait, c'était un dessin de Bilal qu'on retouchait nous à la main, mais on ne le disait pas. Voilà, enfin, c'était vraiment l'époque héroïque. Mais il faut savoir que notre fanzine, on le mettait en dépôt dans des librairies. Le dépôt, parce que les librairies ne prenaient pas les fanzines, il n'y avait pas de diffusion officielle. Ça veut dire qu'on allait nous-mêmes, avec nos fanzines sous le bras, montrer au libraire notre fanzine, le faire accepter, lui en laisser 2 ou 3 exemplaires, attendre 2-3 mois s'il les vendait, récupérer les invendus et se faire payer les 2-3 exemplaires. Vous imaginez qu'à raison de 2 ou 3 exemplaires, il fallait faire beaucoup de librairies, mais on avait la chance d'être à Paris, et il commençait à y avoir pas mal de librairies de bande dessinée sur Paris. Et puis on allait à Angoulême, on est allé très tôt, on a eu l'idée très tôt d'aller dans ce fameux festival de la BD d'Angoulême, qui existait déjà depuis 5 ans. Donc on y va très très vite et on a une simple table fanzine qu'on payait très peu cher. À l'époque, pour le train, il n'y a pas le TGV, on met très longtemps pour aller à Angoulême. Il n'y avait déjà pas d'hôtel, donc on dort à l'auberge de jeunesse qui était au pied de la rivière de la Charente, qui était inondée une fois sur 2. Enfin bref, c'était les temps héroïques du fanzinat, de la bande dessinée. Mais ce qui était formidable quand vous veniez à Angoulême, même avec un petit fanzine pas très bien foutu, mais avec beaucoup d'enthousiasme et de passion, c'est que vous le vendiez. Et en fait, on en a vendu beaucoup, parce qu'on retrouvait à Angoulême des gens qui avaient ce même besoin de lire des choses sur la bande dessinée, de découvrir des jeunes dessinateurs. Et nous, grâce à Angoulême, on a eu beaucoup de contacts. On a rencontré des gens qu'on a ensuite édités dans PLG PPUR. On les voyait aussi à Clichy, parce qu'il y avait un festival à Clichy, en banlieue. À Clichy, on a vu Dupuis, Philippe Dupuis, on l'a vu, il était tout jeune, parce qu'il est plus jeune que nous, donc il a débarqué avec son Solex et son carton à dessin, avec des planches incroyables, et on a dit à Philippe, on va te publier, parce que c'était déjà vachement bien ce qu'il faisait, même si... mais à l'époque, il n'avait aucun éditeur. On a croisé Moineau, parce que
La copine de Moineau de l'époque était en archi avec moi et elle me dit « Ah, j'ai mon copain qui fait de la BD. » Ben, je lui dis « On va le rencontrer. » Et puis c'était Moineau à une époque où il démarrait. On a eu la chance d'être dans cette mouvance des années 80, fin des années 70, début 80, où la bande dessinée en France a eu vraiment un développement incroyable, tant au niveau de la scène du fanzine que de la scène professionnelle, puisqu'il y a les grands auteurs de BD de toute la génération des Tardy, Bilal, etc., a explosé à ce moment-là. Et puis l'idée aussi, c'était de faire des auteurs à la fois connus et pas connus. Le numéro 3, Giraud, on est allé voir Giraud parce que le dessinateur de Blueberry était une référence évidente. Et Giraud, qui en avait déjà assez de répondre à tous les interviews, il dit « Je veux bien que vous fassiez un numéro sur moi, mais vous allez écrire des trucs sur moi, vous n'allez pas me poser des questions. Parce qu'on me pose des questions, j'ai répondu déjà, etc. » Donc c'était intéressant parce qu'il nous imposait une approche différente de son travail. On a interviewé Gibra quand il démarrait dans Pilote à l'époque, etc. On a fait... alors le fanzine a duré 39 numéros, de 78 à 2000, grosso modo. Et puis à la fin des années 90, il y avait eu quand même un développement tel des fanzines. Il y en a plein qui sont arrivés après nous, qui faisaient un peu la même chose, comme Sapristi, comme d'autres, qui étaient vraiment aussi bons que nous. Et donc il y a une saturation du marché peut-être, même s'il faut quand même imaginer qu'au départ, le numéro 1 est tiré à 100 exemplaires, et on est monté jusqu'avec le numéro, je crois, Bilal, on est monté à 3000 exemplaires. Ça veut dire qu'un fanzine de bande dessinée non professionnelle pouvait être imprimé à 3000 exemplaires et on vendait tous les numéros, il n'y avait pas d'invendu. À la fin des années 90, on continuait notre fanzine, mais il faut imaginer qu'entre-temps, on a fait nos vies, on s'est mariés, on a des enfants. Faire un fanzine, c'est un truc que vous faites en dehors de votre boulot, mais quand vous avez un boulot prenant et des enfants, ça devient très compliqué. Je le fais toujours avec Pierre-Marie. Bruno Rabourdin est parti, c'en est d'autres qui l'ont remplacé. Dominique Poncet est arrivé et on a travaillé tous les trois pendant un bon moment ensemble, mais il y a un moment où on ne faisait plus qu'un numéro par an. C'était un problème d'énergie et de temps. Et parallèlement, Internet arrive. On s'aperçoit que les gens l'achètent moins facilement dans les festivals ou en librairie, parce que si vous tapiez le nom d'un auteur de BD sur un moteur de recherche, vous aviez accès à plein d'entretiens immédiatement disponibles et gratuits. Donc en fait, là, on se dit que notre formule n'a plus vraiment de lieu d'être. On est sur un modèle qui est arrivé au bout. Parallèlement, on rencontre des gens qui commencent à nous soumettre des manuscrits de livres sur la bande dessinée. Et moi, j'étais très intéressé par le fait que le constat suivant, c'est que dans le champ de la bande dessinée, il y avait extrêmement peu d'ouvrages qui parlaient ou qui parlaient de bande dessinée, c'est-à-dire des ouvrages qui étaient soit de l'analyse, soit des monographies, soit des histoires de la BD comparées au cinéma, par exemple, ou à d'autres éléments comme la science-fiction. Je trouvais que la paralittérature, la littérature sur la bande dessinée était extrêmement pauvre. Et en plus, elle avait longtemps été faite par des gens qui n'avaient pas des sources fiables et qui ont fait des erreurs. Donc il y a pendant très longtemps en France, les 20 premières années, des années 60 aux années 80, la plupart des livres étaient truffés d'erreurs, et les gens se copiant les uns les autres, ne vérifiant pas l'origine. Alors ce n'est pas des erreurs fondamentales, mais c'était quand même très embêtant de voir, de prétendre telle ou telle assertion parce qu'un tel l'avait un jour déclaré, parce que c'était ses goûts, de dire que rien ne vaut la bande dessinée franco-belge par rapport aux comics américains ou par rapport au manga, par exemple, tout ça. Et Harry Morgan et Manuel Hirtz, qui étaient deux universitaires férus de livres sur la BD, nous ont proposé un manuscrit qui recensait la totalité des livres qui avaient été édités sur la bande dessinée. On était à la fin des années 90 et il faisait un commentaire dessus en disant « tel livre est intéressant, attention, faites attention, celui-là comporte plein d'erreurs, celui-là est écrit comme un pied, donc il faut se méfier, etc. » Et donc, on a eu l'idée de publier ce petit critique illustré qui recensait tous ces livres et qui nous donnait un peu une légitimité pour lancer une collection de livres sur la bande dessinée. Et c'est venu un peu comme ça, mais presque un peu morceau par morceau. On n'avait pas une idée très spécifique de ce qu'on voulait faire. On ne pensait pas que la collection existerait encore aujourd'hui. Et moi, ça m'intéressait particulièrement. Alors, je l'ai fait un peu au début avec Dominique Poncet, puis finalement, je l'ai continué seul parce que c'est aussi beaucoup de boulot et puis on n'était pas toujours d'accord sur les options. Moi, je voulais que cette collection aborde
tous les sujets de façon un peu très large, sans jugement de valeur. C'est-à-dire, pour moi, on ne peut pas, par exemple, ça m'intéressait de parler de l'histoire de la bande dessinée de pays pour qui la bande dessinée vue de France n'est quasiment inexistante. Par exemple, en Suède, il y a une histoire de la BD suédoise qu'on a traduite qui montrait que malgré le fait que la France, avec la Belgique, soit un des 3 grands lieux de la bande dessinée mondiale, si on inclut le Japon et les États-Unis, que chaque pays avait une histoire propre de la bande dessinée par rapport à des auteurs de son pays. C'est-à-dire, moi, ce que je veux montrer, c'est qu'en fait, la bande dessinée a toujours existé depuis le 19e siècle dans tous les pays du monde, au-delà des traductions. Et c'est vrai que chaque pays a eu un peu une volonté de traduire de la BD franco-belge, du comics ensuite, et évidemment aujourd'hui, le manga se traduit dans tous les pays du monde. Mais tous les pays, même les petits pays d'Europe, ont tous une histoire de la BD. Donc, dans cette collection, il y a des livres qui racontent ça, et puis des monographies. Moi, ça m'intéresse. Justement, comme on faisait des entretiens sur des auteurs qui faisaient 8 pages, par exemple, l'entretien était toujours un peu trop court. On était un peu frustré à la fin de l'entretien qu'on n'ait pas posé telle ou telle question, mais on avait un nombre de pages limité. Et là, dans cette collection, on avait la possibilité de faire 150 pages sur un auteur. Donc, on demandait à des gens d'écrire sur l'œuvre de l'auteur pour lui donner aussi tout ça, montrer qu'on pouvait analyser l'œuvre d'un auteur de BD. Ça paraît peut-être évident aujourd'hui, mais dans les années début 2000, faire des monographies bien écrites sur des auteurs, c'est encore un travail qui n'est pas courant, parce que, alors, souvent d'ailleurs au début, la réticence qu'on a avec les auteurs montre bien qu'ils ont un peu la trouille qu'on fasse un livre sur eux, que ce soit écrit, pas très bien écrit, et donc je sais que les premières monographies qu'on a faites ont toujours été appréciées par les auteurs sur qui on faisait la monographie, sachant que c'était des auteurs encore vivants. Alors moi, on a fait quelques travaux sur des auteurs disparus, donc des auteurs américains, Wallace Wood par exemple, on a fait une monographie sur lui, mais les autres monographies, c'est des auteurs plutôt franco-belges et dont l'œuvre est toujours d'ailleurs en construction. Mais donc voilà, il y a cette partie monographique, cette partie historique, cette partie plus analytique. Renaud Chavannes a fait 3 livres, une série de 3 livres qui sont des livres parfaitement théoriques, qui expliquent en fait la composition de la BD dans son ensemble, et il arrive avec 3 livres de montrer la complexité de la composition. Et ça m'intéressait aussi d'essayer de montrer à tout un milieu qui n'est pas proche de la BD, de montrer que la BD sous des attraits un peu évidents et faciles, parce que le problème c'est que la BD, tout le monde en ayant lu dans sa jeunesse, beaucoup de gens ont le tort de penser que c'est une littérature limitée à la jeunesse. Et heureusement, ces dernières années, ça commence à changer. Mais il y a encore donc l'idée de faire une analyse théorique sur un médium comme la bande dessinée, sur la complexité du rapport texte-image et tout ça. Ça nous permettait aussi de montrer que la bande dessinée, on pouvait en parler comme d'un moyen d'expression compliqué comme le cinéma, la littérature. Aujourd'hui, on a un catalogue assez fourni. La collection Mémoire vive, qui sont les livres sur la BD, va sortir son 40e titre au mois de janvier sur l'œuvre de Françoise Skeuten, une analyse de toute son œuvre. On va faire aussi un livre sur le 50e festival de la bande dessinée d'Angoulême, parce qu'on veut saluer le fait que le plus important festival au monde de bande dessinée qui se fait à Angoulême chaque année va atteindre sa 50e édition, ce qui en soi est un exploit, parce que c'est assez improbable qu'une petite ville de province comme Angoulême, en 1974, monte un festival et que 50 ans plus tard, le festival existe toujours. Et ça, on le fait écrire par Philippe Tomblaine. Donc ça, c'est une collection de 40 titres qui se consacre aux ouvrages sur la BD, mais on a toujours une collection à côté qui sont de la création. Et là, on a pris des auteurs comme Jeanne Puchol, une autrice qui nous intéresse beaucoup, et on a publié un livre avec elle, un livre qu'elle n'aurait pas pu faire chez les autres éditeurs. En fait, pour la partie créative, on fait vraiment un travail un peu de livres complètement, on va dire, invendables, de livres difficiles à vendre, des livres très personnels, qui sont des livres d'auteurs qu'on apprécie énormément, qui sont souvent des auteurs qui ont une carrière plus grand public à côté. En conclusion, donc, l'année prochaine, je crois qu'on est aux 45 ans de notre association. Et c'est vrai que moi, ce qui me plaît bien aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup de jeunes personnes qui me proposent des manuscrits, des jeunes personnes qui me demandent à collaborer avec moi. Donc, il y a une... même après 45 ans, je dirais qu'il y a une passion intacte qui nous donne envie de continuer, parce qu'on sent
que dans la génération des journalistes spécialisés aujourd'hui ou des gens qui se passionnent pour la BD, il y a l'envie de continuer à me proposer des titres. Je reçois énormément de propositions de titres, principalement au niveau de la collection des livres sur la BD. Donc c'est très encourageant.